Bonjour tout le monde. Bonjour en salle et à la maison, au bureau, par Internet. Alors, mon nom, c'est Blaise Rémillard. Je suis responsable de la mobilité et de l'urbanisme au Conseil régional de l'environnement. Ça me fait plaisir de vous accueillir en ce rendez-vous de la mobilité sobre et partagée, activité qui se tient dans le cadre des rendez-vous de la mobilité durable du Conseil régional de l'environnement. C'est une programmation annuelle qu'on fait pour la 9e année qui vise à mettre en lumière les idées, les acteurs de la mobilité durable partout sur le territoire de l'île de Montréal. Et aujourd'hui, nous aurons une discussion sur le passionnant sujet de l'autopartage. Autopartage qui est souvent une façon de transiter d'une mobilité fortement dépendante à l'automobile en raison de l'aménagement, en raison de la culture, vers une mobilité beaucoup plus efficace écologiquement, mais aussi en termes fonctionnels, en termes de temps, de coûts et de financement public de la mobilité. Alors, aujourd'hui, on reçoit deux acteurs de premier plan de la mobilité, de l'autopartage à Montréal. Donc, nous avons Émilie Joly, qui est responsable de la pérennisation et de la mise à l'échelle du projet Locomotion chez Solon Collectif. Et nous avons Marco Viviani, qui est vice-président développement et stratégie de Communauto. Alors, bienvenue à vous deux. Merci. Donc, définitivement, l'autopartage, je dirais, sort de la marginalité, sort de l'alternative, je dirais, du déplacement alternatif. On voit vraiment un grand engouement qui dépasse même parfois les capacités de répondre à la demande. Donc, je voulais qu'on mette la table d'abord avec ça, puis ensuite qu'on se projette sur les questions d'innovation, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, à la fois chez Communauto, à la fois chez Solon et chez vos partenaires en France, qui développent des nouveaux modèles d'autopartage. Et puis, de voir un peu où est-ce qu'on s'en va avec cet engouement-là, et puis comment on peut le soutenir, puis l'amener plus loin là, pour en faire... pour lui donner toute la place qu'il mérite puis que les usagers de l'autopartage réclament. Alors, peut-être commencer avec toi, Marco. Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît. Puis ça serait drôle que tout me vous voit. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacé. C'est clair qu'au moins à Montréal, l'autopartage, au Québec, ça serait mieux dire, l'autopartage vit une essor importante et un concept qui a toujours grandi. Comme l'auto cette année va faire son 29e anniversaire, donc l'année prochaine c'est parti pour le 30e, signé à l'agenda. Et donc, ça a été toujours une croissance à partir des premières 3 voitures et la dizaine d'abonnés qu'on a vu. Et les résultats, maintenant, est quand même... Ça nous remplit d'une certaine fierté, même si peut-être un peu optimiste dire qu'on sort de la marginalité. On est comme sur les bords, je dirais. De plus en plus de gens ont une idée de c'est quoi l'autopartage, mais pour encore beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'un peu abstrait. Ils ne comprennent pas nécessairement c'est quoi leur avantage là-dedans. Ça, c'est la carte des usagers des communautés à Montréal. Chaque point peut représenter aussi plusieurs abonnés, dépendamment des adresses. On voit que la distribution, évidemment, se concentre dans les quartiers centraux, mais va bien au-delà. On a fait une analyse l'autre jour. On a 100 abonnés à Terrebonne, où il n'y a aucune voiture des communautés. Donc, ce sont des personnes qui habitent à Montréal, qui travaillent à Montréal ou qui viennent à Montréal fréquemment, etc., etc. Mais ça vous donne un peu l'importance de la chose. Et, pardon, j'arrive de prendre un verre d'eau avant. Et, mais on voit évidemment que la densité change dépendamment des quartiers. Et c'est là, c'est en évolution. Après, si on essaye d'y aller plus granuel, pour ceux qui habitent dans les quartiers centraux, ils peuvent aller se chercher c'est quoi leur pointe. Mais
on voit qu'il y a au moins un abonné dans presque chaque bloc dans les quartiers centraux, souvent plus qu'une, et que c'est en réalité qui est peut-être pas si visible. Vous ne connaissez pas vos voisins qui utilisent le service, mais cela représente des voitures de mois. Donc, chaque environ vingtaine de 20-30 pointes, c'est une voiture en autopartage, des voitures privées de mois. Donc, on pourrait calculer combien d'espace dans chaque bloc se libère grâce à ces petits points qui, évidemment, en général, sont moins visibles. Cela représente au total, si on regarde la ville, évidemment, vous avez vu qu'on est concentré sur tout le territoire de la ville, environ 12% des ménages. Cela varie entre les 2% de la Chine à le 33% du plateau, mais dans les quartiers centraux, on parle d'une partie relevante de la population. Et on sait que la plupart de ces personnes n'ont pas de véhicules dans leur ménage. Comme je disais, on est arrivé à ce résultat en plusieurs années, mais on assiste dans les dernières années à une augmentation encore plus importante de ce phénomène. Ici, on représente le nombre de voitures et l'usage. On voit que l'usage en termes d'heures d'utilisation a grandi plus rapidement que les voitures. Et on sait que ça, c'est un problème qui nous dépasse. Mais depuis 2019, l'utilisation a grimpé de 2,5 fois et le nombre de voitures a été doublé. Donc, je pense qu'il n'y a pas énormément de services de transport qui, en ce moment, peuvent afficher ces taux de croissance. Heureusement, aussi le parc véhiculaire privé. Donc, on doit composer avec ça. Et entre-temps, il y a une pénurie de véhicules neufs auprès des manufacturiers, ce qui crée cette problématique qu'on n'est pas capable d'arriver à absorber toute cette demande. Cette année, avec les 700 véhicules qu'on a ajoutés avant l'été et les 175 qui devraient encore arriver, on sera quand même à 77% de l'objectif de voitures qu'on aurait voulu avoir pour desservir Montréal. Et l'année passée, on était à 60%. Alors, quelqu'un dit « Ah, mais il faudrait plus d'opérateurs, etc. » Je crois, en sachant comment c'est le marché de l'automobile, je doute que ça changerait quelque chose. C'est vraiment un problème de production et des règles, et peut-être on en verra à la fin, avec lesquelles les constructeurs gèrent les parcs de véhicules commerciaux. C'est-à-dire, ils n'aiment pas trop vendre au parc de véhicules commerciaux parce que les concessionnaires ont moins d'intérêt à vendre à nous plutôt qu'à des particuliers. Malgré cette croissance, malgré une certaine évolution au partir au moins de 2013, donc on a des flex, donc le service libre service sans réservation, qui s'est ajouté. Les chiffres qui représentent les comportements des usagers restent essentiellement les mêmes. 83% ne possèdent pas de voitures dans leur ménage. Ce sont des données de cette année. On voit qu'il y a une certaine constance entre le nombre de personnes qui disent qu'à leur entrée dans le service, on vend une voiture qui varie entre 43 et 38%, et on renonçait à l'achat. Ça reste que c'est des chiffres significatifs qui démontrent comme l'autopartage, c'est une solution structurante. Et aussi, on a une certaine constance au niveau de la réduction de kilométrage parcouru, 34%, pour les abonnés qui rentrent dans le service, quand ils le rentrent, et une plus grande utilisation du transport en commun. Régulièrement ou fréquemment, c'est 57% qui utilisent les transports en commun, presque 70% qui marchent et 32% qui utilisent le vélo. C'est des chiffres qui montrent, on est au-delà évidemment de la moyenne des usagers des citoyens de Montréal. Pardon.
Parfait. Alors, peut-être suis-je trop optimiste, mais moi, quand je vois ces chiffres-là, je considère encore qu'on est en train d'atteindre vraiment un niveau de connaissance du service, puis de l'utilisation, surtout dans le quartier central, avec 33 % pour le plateau et au-dessus de 20 % dans le centre-ville, je dirais qu'on a une masse critique, en fait, là, qui nous permet d'espérer de voir le service être de plus en plus populaire, en autant qu'on réussit à résoudre les problèmes d'accès aux véhicules, là, je pense, dans le cas de Communauto. Émilie, vous, chez Solon, vous avez développé un projet qui est dans une toute autre logique, centrée sur les usagers de quartier puis le partage de véhicules en particulier. Donc, je vais faire quelque chose. Regardez pas! Nous avons un petit problème d'ordonnancement des slides, mais ça, c'est les choses qui arrivent. Merci. Alors, donc, Émilie, peut-être nous parler de vos je dirais pas services, comment on les appelle ça, chez nous, Solon? Voilà, ça, c'est un point assez important. On est comme le petit cousin un peu marginal de Communauto. Et nous, on se définit pas comme un service. Locomotion, c'est vraiment un projet qui vise à permettre aux communautés de se partager des véhicules. Donc, aujourd'hui, on parle d'autopartage, mais on permet aussi le partage de vélos, de remorques à vélo également. Donc, on est plus, c'est ça, dans une posture de facilitation où on veut permettre à des voisins et des voisines de mettre en commun, de mutualiser des véhicules. Et on s'ajoute donc de cette manière-là au cocktail transport. Il y a beaucoup un peu comme vos résultats, dans le fond, la majorité des personnes qui sont membres de Locomotion utilisent aussi tous les autres modes de transport alternatifs, dont Communauto, en fait. Donc, on a quand même des gens qui... c'est ça, il y a une... C'est pas... c'est pas un ou l'autre, exactement, c'est pas étanche. Puis... Je suis partie d'un petit peu plus loin en réfléchissant à l'essor de l'autopartage. Ça va paraître évident, mais on s'en rend de plus en plus compte. On sait de plus en plus que les émissions de GES, parmi les plus importantes, viennent du secteur du transport, en particulier du transport des personnes. Et je pense que de plus en plus de gens se questionnent donc sur leur choix, leur mode de vie en relation avec leur automobile. Et même Fitzgibbon, maintenant, remet en question la question de la possession automobile. Donc, ça fait longtemps que les gens du milieu de la mobilité durable le savent, le disent, mais on est rendu, je pense, à un moment où, par d'autres calculs et d'autres réflexions, des personnes qui nous ressemblent moins arrivent de plus en plus aux mêmes conclusions. Donc, moi, ça me laisse espérer que dans les prochaines années, les gouvernements vont mettre plus d'efforts, de financement, et ils vont peut-être changer certaines politiques publiques pour aller encourager l'autopartage, parce que c'est difficile d'imaginer comment on peut faire réduire à court terme le nombre de voitures si on ne les partage pas davantage. Donc, nous, on s'accroche à... on n'oubliera pas ce que le ministre a dit. Et puis, bon, on sait tous aussi que l'autopartage, c'est intéressant parce que ça vient réduire, en fait, le nombre de voitures qui sont nécessaires pour accomplir les déplacements au quotidien. Et c'est un peu dans cet esprit-là que Locomotion est né, en fait, des voisins qui avaient envie de mettre des voitures en commun. Et ça a grossi, et maintenant, on fait de l'autopartage principalement dans 2 quartiers à Montréal, donc dans la Petite Patrie et dans Annecy. Mais il y a de plus en plus je vais revenir un peu plus tard, mais on a de plus en plus de sollicitations de communautés qui veulent se partager des voitures. L'autopartage en particulier, c'est intéressant parce qu'on voit que dans les études qu'on fait, qu'un des principaux freins à l'autopartage, c'est la difficulté à faire confiance, l'idée de l'inconnu, la peur de l'accident, la peur de l'imprévisible. Et nous, la réponse qu'on offre à ça, c'est de tisser des liens de communauté, en fait. Donc nous, contrairement à ce que Marco disait, où les gens, les membres de communauté n'ont pas nécessairement
besoin de se connaître. Dans le cas de locomotion, c'est impératif, en fait, parce que les gens doivent se rencontrer pour ne serait-ce qu'échanger une clé, faire connaissance de cette manière-là. Et donc, c'est ça, à cette difficulté à faire confiance, à la peur à l'insécurité, en fait, on offre en réponse la création de liens sociaux dans les quartiers et la possibilité de participer à un projet collectif qui dépasse, en fait, le seul bienfait individuel. Puis on se rend compte particulièrement chez les propriétaires d'auto qui mettent donc leur voiture en partage que c'est les deux raisons principales qui sont citées pour la participation au projet. Donc, c'est pas nécessairement en premier pour des raisons écologiques, quoique il y a souvent un petit les gens se sentent mal de posséder une voiture, puis en la mettant en partage, ça vient apaiser ce sentiment-là. Mais c'est ça, c'est l'aspect collectif, l'aspect social qui prend le dessus souvent chez Locomotion. Je le disais, donc, on essaie par notre plateforme, par notre accompagnement, de créer, c'est ça, cette réponse-là qui est locale, qui est solidaire à la dépendance à l'automobile. Donc, on remet le projet dans les mains des citoyens qui en sont les porteurs. Donc, nous, on se développe de cette manière-là, en fait. On va dans un nouveau quartier, dans une nouvelle municipalité, quand il y a un bassin de citoyens ou un organisme communautaire local qui a exprimé le désir, le besoin de faire de l'autopartage sur son territoire. Une particularité aussi, c'est que ça prend les gens peut-être un petit peu plus tôt dans leur réflexion. Donc, on a des activités qui permettent qui ont l'objectif de remettre en question la possession de l'automobile, la place de l'automobile dans la ville. Donc, par la mixité aussi des modes de transport, là, en offrant aussi les vélos cargo, les remorques à vélo et les autos. Ça permet aux gens de tester plusieurs modes de transport au sein du projet Locomotion et de tranquillement, peut-être se détacher de la propriété privée et l'usage individuel de la voiture. Vous aurez compris donc qu'on mutualise des autos qui existent déjà. Donc, ça permet d'offrir en partie une réponse quoique imparfaite, au manque d'autos que Marco citait. Là. Donc, la difficulté à obtenir des nouvelles voitures à partager. Donc, on sait qu'il y a plein d'autos qui existent déjà, qui sont pas utilisés à leur plein potentiel, que les gens gardent parce qu'une fois par mois, ils doivent aller souper chez la belle famille à Belleuil. Ça permet le reste du temps de la prêter. Mais ça nécessite un petit changement de perception puis de manière de considérer sa voiture. Donc, on le voit que les gens ont tendance à vouloir garder, à vouloir restreindre les disponibilités de leur véhicule au cas où. Au cas où j'aurais envie d'aller faire du camping la 3e fin de semaine de mai. Mais peut-être que finalement, ce voyage hypothétique aura jamais lieu, puis la voiture, elle va rester stationnée à Montréal. Donc, on force un peu les gens à ouvrir la disponibilité de leur véhicule, quitte à se trouver d'autres options comme l'auto ou d'autres voitures en partage sur Locomotion si les plans venaient à changer. Les particularités de Locomotion, comme on est dans un système où on partage les autos dans un territoire donné, donc à l'échelle d'un quartier ou d'un arrondissement, ça nécessite une certaine densité. Donc, pour qu'il y ait cette masse critique-là qui fonctionne, où il y a assez de gens qui veulent emprunter, assez de voitures qui sont disponibles, mais il faut aller chercher un nombre de personnes qui veulent aller de l'avant avec le partage d'auto dès les premiers moments. Sinon, on n'atteint jamais cette vélocité-là. Nous, la réponse qu'on y a apportée, c'est des activités d'accompagnement, en fait, où on fait du jumelage, puis on s'assure qu'il y ait un bon bassin de personnes qui se connaissent, qui se font confiance dès les départs. Et on a aussi... c'est un peu un détail, mais ça va faire du sens plus tard quand je vais parler de l'autre
de l'autre projet que je suis venue représenter. Mais on a aussi une tarification qui est simplifiée, qui est décidée collectivement. Donc, c'est les mêmes coûts pour tous les quartiers, avec des petites variations selon le type de voiture. Mais donc, ça fait que les propriétaires peuvent recevoir une compensation pour leur prêt, mais on n'est pas dans un système où les gens peuvent se faire de l'argent ou avoir, un retour sur leur prêt qui est exactement celui qu'ils souhaiteraient. Donc, c'est une décision qui est prise collectivement avec un comité qui est composé de prêteurs et d'emprunteurs de voitures. Puis c'est ça. Donc, je parlais tantôt des activités d'accompagnement qui nous permettent de tisser ces liens sociaux-là. Le principal, c'est les défis partage une auto. Et puis, on a vu dans ces défis-là où on fait justement le jumelage dont je parlais, où on permet aux gens de prêter leur auto pour la première fois. On reçoit beaucoup de commentaires du type « Cette auto sera ma dernière. J'ai compris que c'était possible de vivre sans auto. » Et c'est ça, il y a environ 55% des participants à ces activités-là qui affirment avoir remis en question la nécessité de posséder une automobile. Donc, nous, on voit beaucoup de bénéfices à cet accompagnement-là qui est plus personnalisé, mais qui permet aux gens de cheminer, de partir d'un peu plus loin puis de cheminer dans leur rapport à l'automobile. Puis évidemment, nos chiffres, ils sont un petit peu plus petits, mais on en est très fiers quand même. On a 78 autos qui ont été mutualisées depuis le début du projet, donc principalement, je le disais, dans la Petite Patrie et dans Annecy, quoi qu'on a d'autres projets pilotes des petites communautés à l'extérieur de Montréal. Et c'est ça, c'est 552 personnes qui se prêtent ces autos-là. Puis, on a un nombre de sollicitations qui est en hausse. Donc, des groupes de citoyens, surtout à l'extérieur de Montréal, qui se forment, soit dans leur municipalité, soit dans leur coopérative, cohabitat, etc., et qui souhaitent faire du partage d'automobiles. On en a de plus en plus. Donc, nous, on va probablement très certainement dans les prochains mois, prochaines années, se développer de cette manière-là pour aller répondre aux besoins. Parce que, c'est ça, nous, on offre la plateforme, on offre l'accompagnement, mais après, c'est des autos qui existent déjà, une assurance qu'on se partage collectivement. Et donc, il n'y a pas... ça ne représente pas un projet d'une ampleur démesurée pour un groupe de citoyens qui souhaitent implanter le partage d'autos dans leur ville ou leur village. Ça demande juste de la motivation, puis du temps pour aller convaincre des voisins et des voisines. Alors, on voit dans ces deux initiatives, donc, qu'il y a un défi lié à la densité de population, densité de clientèle. Quand on regarde la carte de communauté ou les quartiers qui sont desservis par locomotion, on voit bien que c'est un défi. Puis nous, c'est quelque chose aussi qu'on se fait dire régulièrement quand on fait la promotion de l'autopartage, que finalement, j'en prendrais, mais il n'y en a pas suffisamment dans mon quartier. J'aimerais ça que locomotion soit dans mon quartier. Alors, qu'est-ce qui bloque cette sortie-là de l'autopartage des quartiers centraux? Oui, bien, c'est ça. Pour nous, c'est entre autres cette question-là de densité, puis la nécessité de l'accompagnement. C'est pour nous, de notre expérience, uniquement de rendre disponible la plateforme de locomotion, puis d'annoncer la possibilité de faire de l'autopartage, c'est pas suffisant. Ça prend une étape de mobilisation supplémentaire. Et ça, ça prend des ressources qu'on n'a pas, que les arrondissements ou les villes sont pas nécessairement toujours prêtes à investir. Et puis, quand on parle de l'extérieur de Montréal, mais spécifiquement des milieux plus ruraux, là, c'est la question même de la présence d'un nombre assez important d'automobiles pour pouvoir avoir un partage qui est fluide. Mais est-ce que je parle tout de suite de l'autre projet? On va y venir parce que c'est un peu un avant-goût des deux projets là, qu'on voulait souligner aujourd'hui qui ont cette
capacité-là de déployer l'autopartage au-delà des quartiers fortement urbanisés. Chez vous, Communauto, vous avez cette demande-là, je le sais, qui vient de tous bords. Je trouve qu'il y a un élément intéressant de ce que dit Émilie, que peut-être des fois on sous-estime, que c'est l'aspect culturel lié à la possession automobile, et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit la mobilisation ou que ce soit certaines vagues d'opinion publique, etc. Quand je suis arrivé à Communauto il y a 20 ans, aller mettre des voitures à Annecy, il n'y a pas assez de densité, même Rosemont. Et ça va être compliqué, ça va prendre des années, etc. Maintenant, c'est des centaines de voitures qu'on met dans ces quartiers-là, et c'est jamais assez. T'sais. Donc, les aspects urbanistiques de ces quartiers-là sont un peu changés, mais pas tant que ça. Le métro était déjà là, etc. Donc, oui, évidemment, il y a des aspects qui sont physiques, la densité, l'offre de transport et la mixité des activités sur le territoire, qui sont les éléments essentiels. Mais il y a un composant culturel, en quelque façon, qui viennent avec l'offre, qui viennent avec la mobilisation, qui viennent avec la conscientisation publique, que c'est possible de vivre sans une voiture et que c'est un élément central de la transition écologique. On s'est fait croire, probablement les personnes qui sont assises ici et peut-être les ministres, la plupart des gens, ils pensent qu'il n'y a pas de contradiction entre avoir un style de vie sobre en carbone et posséder un véhicule. Comme, je veux dire, que parfois est possible, je ne veux pas dire que c'est impossible. Mais en général, quand on possède un véhicule, après, on va l'utiliser plus de ce qui est effectivement nécessaire. Et donc, il faut briser cette équation qui fait que tout le monde a un véhicule, même s'il dit mais je ne veux pas trop l'utiliser ou je vais l'utiliser, etc. Donc, évidemment, on ferait. Et c'est là, alors, comment on change les cultures? Il y a plein de façons, mais certainement le fait de créer des avantages, créer une conscience collective par rapport au fait qu'on peut et on doit réduire la possession automobile sans drame. Là. Il n'y a personne qui a absolument besoin d'une voiture, qui n'aura plus de voiture parce qu'il y a l'autopartage. Mais c'est peut-être la clé qui nous manque un peu dans cette équation de pourquoi développer, etc. Et alors, après, il y a des solutions techniques, de nouveaux projets, etc. Mais je pense que ce qui manque est un peu cette conscience du fait qu'on peut et qu'on doit essayer de réduire le nombre de véhicules et pas seulement de dire, OK, il y a du transport en commun, on utilise moins les véhicules. Que c'est pas une contrainte insurmontable, là. Je disais à mon fils, nous, on n'a pas de voiture, on en a 2000. Donc, comme membre de Communauto. Et là, je suis des vieux chiffres, il y avait 2 ans là, à ce moment-là. Alors, oui, tout à fait. Et puis là, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de deux projets qui m'ont vraiment allumé. Un projet chez Communauto de partage de véhicules municipaux, à Trois-Rivières notamment, mais pas que, où la municipalité finalement décide d'être utilisatrice de Communauto pour ses véhicules municipaux durant le jour, et puis le soir, la fin de semaine, peut les libérer, puis alors là, c'est la population qui peut avoir accès. Et puis dans le cas de Selon, vous avez un partenaire qui est Mobicoop en France, qui a développé un projet d'autopartage en milieu rural et donc qui vraiment là, va à fond dans les défis de densité. Donc, je voulais vous entendre là-dessus, peut-être commencer par le projet de Communauto. Oui. Alors là, encore une fois, excusez notre... Regardez pas. Regardez pas.
Bon, on revient sur ce que j'ai déjà dit, donc Ah oui, vous pouvez regarder. Regardez jusque-là. Ça fait un petit... On va parler à l'envers. Et là... OK. Oui, non, celle d'avant. Voilà. Voilà. Et je suis allé un peu plus large en pensant à cette question de la question municipale, parce qu'en réalité, une partie de la solution technique là, qui peut aider à accélérer l'adoption de l'autopartage dans les quartiers, etc., c'est de combiner des utilisations différentes de façon un peu plus structurante que simplement offrir des voitures, espérer que différents types d'usagers l'utilisent, et qu'essentiellement, c'est celle de combiner l'utilisation corporative et celle des particuliers dans un modèle économique qui peut fonctionner pour pouvoir grandir l'offre aussi dans des quartiers dans lesquels il y a moins de densité, il y a plus de dépendance sur l'auto, etc. Donc, j'ai quelques exemples, mais pour arriver jusqu'à une idée qui est un peu celle pour des aspects plus ruraux, l'auto du village. Hein? Je pense qu'on est rendu là, au moins des appels que je reçois des petites collectivités qui disent « Ah, pourquoi la communauté n'est pas ici ?» Je vous dirais qu'on est rendu là, l'idée qu'une plus petite communauté puisse dire on va se doter d'un véhicule qui est un véhicule pour les citoyennes ou une ou deux véhicules, je parle d'un véhicule parce que comme un service public, c'est comme la bibliothèque. La bibliothèque, on ne prétend pas que la bibliothèque soit rentable, mais normalement, et gérer un véhicule, et c'est pas quelque chose de si coûteux. Et des avantages qu'il peut y avoir avec certaines formes de mutualisation à l'intérieur des municipalités. Alors, les quelques exemples, je suis allé dans les chiffres parce que je trouve qu'au-delà des aspects de projet, etc., ce qui est intéressant et qui est une façon de mettre ensemble l'intérêt économique, disait au moins la couverture des coûts, les épargnes pour les villes et pour les usagers. Alors, avec l'Université de Sherbrooke, ils nous ont demandé de mettre des véhicules sur les campus dans un site où nous, on n'avait pas pensé de faire ça parce que c'est loin des résidents. Donc, il y avait une notion de risque. Ces deux véhicules, en 2021, sont réservés de façon automatique pour les employés de la ville, qui les partagent de 8h à 17h. Et l'université garantit un revenu fixe et on partage les recettes des locations de la part des particuliers. Alors, les premières années, les résultats étaient extraordinaires. 65% du coût est payé par les particuliers. Et des coûts que communauté doit supporter, mais que si on le compare avec de la location traditionnelle qui n'inclut pas l'essence, tandis que communauté, oui, l'université se trouve à payer 26% du coût qu'il aurait payé s'il louait les voitures. La logique est, normalement, une voiture que vous louez, c'est juste pour vous, et après, tandis que si on la partage avec le public, on donne plus de services pour les particuliers et on partage le coût de la gestion de ce véhicule qui devient, dans ce cas marginal, je pense qu'on a pas assez facturé l'université de Sherbrooke par contre. Parce que, les résultats sont assez extraordinaires. Évidemment, dans ce cas-là, Communauto sort avec ces coûts qui sont payés par les projets. Donc, on évolue dans ces projets. On a commencé avec 2 véhicules, avec un sujet comme l'université, dans une ville dans laquelle on était déjà présent. Donc, c'était facile parce qu'on avait déjà des abonnés. Et on essaye cette modèle en le modifiant un peu à Trois-Rivières. Donc, ici, on parle d'un service qui n'existait pas et qu'on démarre donc en juin 2022 avec 10 voitures. Donc, après, on a recommencé à libérer un véhicule toujours pour les citoyens parce que
les autres 9 étaient utilisés par la ville de 8h à 17. Alors ici, on est dans des valeurs qui sont un peu moins grandes, mais c'est quand même très significatif. 35% des coûts de communauté sont payés par les particuliers. Mais cela représente, le coût pour la ville représente moins de 50% du coût que serait payé si louait ces véhicules dans la location traditionnelle. Et donc, encore là, on voit un autre exemple de comment mettre ensemble particuliers, villes et communautés permet de réaliser un projet que pour des années, on n'était pas capable de réaliser parce que la densité, la dépendance automobile, etc., dans une formule dans laquelle le communauté paye ses coûts, les citoyens ont un service et la ville se trouve à épargner. Oui. Juste pour comprendre bien, quand on parle de location traditionnelle, est-ce qu'on parle d'un locataire comme Avis qui loue à l'année pour le véhicule municipal? Exactement. On va prendre des questions du public à la fin. Oui, on est presque à la fin. Donc, on continue à évoluer dans le modèle avec Victoriaville. Victoriaville reste dans la même logique. Bon, elle a démarré depuis quelques semaines, donc les résultats sont quand même bons pour le moment, mais je ne dis rien de... Mais la ville dit, on va l'utiliser, donc le coût qu'on va supporter, ça quand même reflète notre utilisation, mais ça va être ouvert toujours pour les citoyens, 24 heures sur 24. Donc, si la ville en a besoin, ils le réservent comme notre... Donc, ils ont voulu augmenter le bénéfice pour les citoyens. Et donc, mais on s'attend d'obtenir des résultats au moins semblables à celles de Trois-Rivières, etc. On voit on croit que ce modèle est intéressant du point de vue des collectivités, des villes moins grandes au Québec. Évidemment, il y a tout l'enjeu de qui gère ces véhicules, hein, parce qu'à Bécomo, on a quand même quelques difficultés à envoyer un agent pour changer une essuie-glace. Là. Donc, il y a tous ces aspects qu'on essaie de bâtir, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait aussi servir dans des quartiers des villes qui sont moins denses, où il y a moins de services, mais où il y a peut-être plus des activités productives, etc. Et ça reste que, même sans le partage avec les particuliers, c'est une solution, combiner le partage à l'intérieur d'une organisation qui peut servir à être plus efficace, à avoir moins de voitures et éventuellement aller plus loin que après, dans le deuxième temps, avec le partage avec les particuliers. Et ça sont les résultats d'un projet pilote qu'on fait avec la ville depuis mai 2022. Là, ce ne sont pas des véhicules de communauté, ce sont des véhicules de la ville qui sont équipés avec la technologie des communautés et qui sont mutualisés parmi un certain nombre de services. Ici, on parle de 25 véhicules. Et bon, était très difficile, d'ailleurs, Jean-François Pronovo, qui est ici de la ville, si vous avez des questions, vous les posez à lui. C'était très difficile de faire une comparaison avant-après, parce qu'avant, il n'y avait pas de pandémie, tout le monde allait au bureau. Et après, le télétravail. Donc, peut-être les utilisations ne sont pas les mêmes. Mais on a fait le parcours en inverse. On a simulé qu'est-ce qui serait passé si ces véhicules n'étaient pas mutualisés. Et les résultats, c'est quand même assez intéressant. On parle au minimum de 20-25% de véhicules qui auraient été dont on aurait eu besoin en plus si les véhicules n'étaient pas mutualisés. Plus de stationnement. Et de stationnement, etc. Ouais. Après, on peut imaginer comment on peut combiner ça avec d'autres services, le télétravail, le vélo-partage, l'utilisation de vélo, etc. Donc, il y a un bon potentiel là-dedans à aller chercher, aussi juste pour rationaliser l'utilisation des véhicules pour une organisation et donc, éventuellement, pour après l'élargir plus largement au grand public. Merci.
Fantastique. Puis moi, un autre aspect qui m'a vraiment intéressé de cette idée-là, on avait vu précédemment plusieurs municipalités qui essayaient de mutualiser leurs véhicules, mais donc ils étaient propriétaires et souhaitaient les mettre à disposition du public. Ça représente quand même des défis pour une municipalité de se mettre à être locataire de voitures auprès de ses citoyens. Alors, en inversant la logique, puis en faisant appel à un vrai fournisseur de services d'autopartage, bien, ça simplifie beaucoup la gestion, je présume, pour la corporation ou la ville qui le fait. Émilie, vous, c'est un partenaire, MobiCoop, avec qui vous avez des affinités de longue date et puis qui, eux, ont déployé un projet en France en milieu rural. Oui, donc pour la dernière fois, on va jumper de toutes les slides pour aller parler de Colocoto. Donc, c'est ça. Colocoto, c'est un projet français. Puis pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'écosystème de l'autopartage en France, c'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de joueurs qu'au Québec. Il y a il y a différentes organisations qui font de l'autopartage avec des modèles qui varient. Sauf que c'est tous des joueurs de milieu urbain ou périurbain. Il y avait personne qui allait vraiment dans le rural, le 100% rural, l'équivalent français du fond de rang, là. Notre collaboration entre Locomotion et MobiCoop est venue en fait d'un appel commun de l'administration française. Donc, ils nous offraient la possibilité de prendre le code de la plateforme de Locomotion et de l'adapter au code d'usage rural français. Donc, est né de ça Colocoto. La grande différence, en fait, avec le modèle de Colocoto, c'est de se rapprocher plus de l'idée de la voiture partagée et de s'éloigner du concept de propriété privée. Donc, on n'est pas dans un quartier, une ville, un grand territoire. On est vraiment dans un groupe restreint de personnes, quelques ménages, qui veulent se partager une ou plusieurs voitures. Donc, on est dans la propriété collective ou quelque chose qui s'en rapproche. Là, c'est pas tout à fait ça. Et donc, cette logique-là du groupe et de la propriété collective, ça vient offrir beaucoup plus de flexibilité, puis ça enlève cette notion-là de masse critique, parce que ça prend un groupe qui se donne le nombre de voitures et qui se donne les règles d'usage pour que le partage fonctionne avec ces personnes-là. Les groupes varient généralement là, de 3 à 8 personnes qui se partagent une ou quelques voitures. Et ces groupes-là sont fermés, donc vous l'aurez compris. Donc, c'est des gens qui se connaissent, soit qui se connaissaient avant le projet ou qui ont appris à se connaître à travers cette nécessité-là de mutualiser des véhicules. Et donc, on vient partager dans ce groupe-là, qui se fait confiance, tout ce que ça représente comme charge d'être un propriétaire d'auto. Donc, tout ce qui est l'entretien, le stationnement, le déneigement, toutes les choses qui font que c'est désagréable d'être propriétaire d'une auto. Mais c'est partagé, en fait, au sein du groupe. Et puis, ça fonctionne donc un peu plus sous la forme, pensez à TreeCount ou Splitwise ou les applications qui nous permettent de partager des coûts dans une colocation ou dans des gens qui partent en vacances. Bien, c'est un peu le même principe avec Colocoto. Donc, au sein de la plateforme, dans le fond, qui a été adaptée de celle de Locomotion, les gens ont un calendrier pour pouvoir gérer l'utilisation du véhicule, éviter de se piler sur les pieds, d'en avoir besoin en même temps.
il y a le concept de suivi des dépenses, donc justement de comment est-ce qu'on peut se partager les dépenses liées à l'auto. Peut-être que chaque personne va payer un frais par rapport à l'essence, au nombre de kilomètres où la voiture est utilisée, mais ensuite les groupes peuvent décider en fait de la manière dont ils se divisent les autres dépenses, les dépenses par exemple de réparation, les dépenses d'assurance, le changement d'huile et tout ça. Il y a une assurance qui est offerte si les groupes souhaitent ou ont besoin, en fait, d'avoir une assurance qui est différente de celle qui ont déjà. Et il y a un accompagnement qui est offert au démarrage, en fait, pour aider. Il y a un guide, en fait, qui aide les gens pas à se poser les bonnes questions pour arriver à définir leur mode de fonctionnement puis leurs règles d'utilisation. Donc, on est plus proche pour ceux qui connaissent, là, on est plus proche de l'esprit vraiment premier d'un commun. Donc, une ressource qui est collective, qui est gérée par un groupe qui en définit les règles d'usage, essentiellement. Donc, c'est un modèle qui est très flexible et qui a moins besoin de cette gestion-là qui est faite par un comité de citoyens ou qui est faite par une institution, une ville, une organisation. En théorie, les groupes peuvent s'organiser de manière plus ou moins autonome avec un minimum d'accompagnement et ensuite utiliser cette plateforme-là qui est gratuite pour le moment, en tout cas, qui va peut-être le rester, là, ça les regarde, et pouvoir, c'est ça, se partager. Puis, tantôt, quand on parlait de qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'autopartage devienne plus populaire puis qu'il y ait vraiment quelque chose qui débloque dans notre culture. Moi, je pense que le rapport à la propriété privée puis le fait de pouvoir construire ces espaces-là où éventuellement, peut-être même, ça serait possible d'acheter collectivement des voitures avec une personne qui n'est pas comme son conjoint ou sa conjointe. Ça pourrait faire une grande différence, je pense, dans le nombre d'autos qui est nécessaire de posséder pour arriver à se déplacer et vivre sa vie au Québec, là. Que ce soit dans un voisinage ou même une famille élargie, là, on voit il y a des beaux potentiels là, dans ce sens-là. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà, mais ça se fait de manière comme informelle, puis souvent, ça prend des gens en ce moment au Québec qui sont prêts à vivre avec les flous, entre autres au niveau des assurances. Parce que c'est possible de se partager, de mettre d'autres personnes sur le même contrat d'assurance, etc., mais le concept de propriété collective d'une auto est pas ancré là, dans le milieu de l'assurance. Puis ça, je pense qu'on pourra en discuter aussi plus tard, mais ça pourrait faire une grande différence si ça devient vraiment quelque chose qui est accessible, puis un questionnement qui devient ancré, en fait, quand on se questionne par rapport à est-ce que j'ai besoin d'une voiture, bien, c'est pas est-ce que moi, Émilie, j'ai besoin d'une voiture pour moi, mais c'est est-ce que j'ai besoin d'une voiture pour ma ruelle? Est-ce que j'ai besoin d'une voiture pour mes voisins immédiats? Il pourrait y avoir quelque chose de super intéressant qui se fait, je pense, à cette échelle-là. Mm-hmm. Puis le projet de Coloc Auto, c'est un projet qui a eu lieu dans la dernière année, donc c'est vraiment assez tout début. Il y a 8 groupes là, qui ont participé au projet pilote. Ben, c'est même pas un projet pilote, là, c'est carrément une expérimentation. Puis ces 8 groupes-là se partageaient 13 autos. Donc, on est à un petit peu plus qu'une auto par groupe. En fait, on est presque à 2 par groupe. Et il y a eu 57 emprunts, mais ça a été sur comme un mois à peu près. C'est sûr que je pense que les emprunts sont plus fréquents parce que c'est des groupes qui se sont mis ensemble pour l'auto qu'ils utilisent au quotidien versus un modèle comme Locomotion où les gens empruntent pour des besoins qui sont beaucoup plus ponctuels. Puis là, nous, en ce moment, on est en train d'explorer la possibilité de rapatrier ce beau projet-là au Québec. Donc, de réintégrer tout ce qui a été développé à la plateforme de Locomotion, puis de lancer peut-être un ou plusieurs projets pilotes au Québec sur cette base-là. Donc, on est vraiment intéressé, en fait, à recevoir des sollicitations de groupes à l'extérieur de Montréal qui seraient intéressés à se lancer dans cette aventure-là. Puis, on va voir où ça nous mène, mais on pense qu'il y a vraiment... Ça vient combler
ça vient combler ça vient combler vraiment un besoin. En tout cas, c'est notre hypothèse, là, que c'est vraiment un modèle qui est comme unique aux milieux ruraux, puis qui pourrait permettre l'autopartage dans ces contextes-là. Mais est-ce que ce serait exclusif aux milieux ruraux ou on pourrait l'imaginer dans d'autres types de milieux? On pourrait l'imaginer aussi dans d'autres types de milieux. Résidence pour personnes âgées, oui, absolument. De coopératives d'habitation. Oui, effectivement. On pourrait l'imaginer dans ces milieux-là sans problème aussi. Là, oui. Il y a vraiment, je pense qu'il y a plusieurs contextes où ça pourrait être pertinent. Le milieu rural est intéressant parce que c'est comme le plus éloigné de ce qui existe en ce moment dans l'univers de l'autopartage, mais c'est vrai que c'est ça. Nous, on reçoit beaucoup de sollicitations de la part de coopératives d'habitation, de cohabitat. Je pense que dans ce genre de milieu de vie-là, ben, les gens ils se questionnent déjà à leur rapport aux objets individuels, puis se partager ça, des espaces, des objets et tout ça. Puis la voiture, c'est comme la coche de plus, je pense, pour arriver à vivre collectivement avec ses voisins et voisines. Donc, avis aux intéressés. N'hésitez pas à venir nous voir si ça vous intéresse, parce qu'on pense qu'il y a du potentiel au Québec, là. Le message est lancé. Il y a des autos à partager, certainement, quand on sait qu'elles sont stationnées 95% du temps. Maintenant, si on se projette dans le futur proche, on voit vraiment qu'il y a un essor. On n'a pas parlé aujourd'hui, mais Turo, j'ai eu des discussions avec eux aussi, connaissent un emballement là, de l'intérêt pour l'autopartage. C'est le cas chez Communauto. Chez Locomotion, vous avez des résultats qui sont de plus en plus intéressants. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui manque là, pour soutenir vraiment cet essor-là? Puis comment est-ce qu'on peut amener l'autopartage plus loin auprès des nouveaux usagers ou mieux desservir les clientèles actuelles? Hein. Chez Communauto, c'est plus de 200 000 personnes là, finalement qui bénéficient des services d'autopartage. Donc, quand je dis c'est pas un petit groupe marginal, là, c'est ce que je veux dire. Alors, comment est-ce qu'on va réussir en tant que société à vraiment déployer tout le potentiel d'autopartage? Je vais... Bon, il y a plein de choses à faire. Donc, je pense qu'il y a une chose qui est soulevée, Émilie, c'est les règles. Toutes les règles de fonctionnement de la route, de l'assurance, ont été conçues pour la propriété d'un véhicule. Et donc, il y a plein de points de conflit dans lesquels... Bon, j'en raconte une qui est abonné chez nous et a goûté. Si tu es un abonné de l'autopartage, tu ne peux pas contester tes contraventions. Parce que les contraventions arrivent au propriétaire du véhicule. D'ailleurs, nous, on les reçoit 30, 60 jours plus tard, donc tu n'as même plus le temps, là. Mais pour la contester, il faut aller à la cour, et elle est propriétaire qui peut aller à la cour. Il ne peut pas déléguer quelqu'un, au moins qu'il soit, évidemment, un notaire, un avocat. Et, évidemment, Communauto, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture, donc on ne peut pas témoigner, à part qu'on pourrait passer notre journée à la cour, mais témoigner sur ce que l'usager a fait. Mais l'usager, s'il va à la cour en disant non, j'avais stationné bien, etc., on lui dit vous n'êtes pas le propriétaire du véhicule, donc vous n'avez pas aucun droit. Donc, tu sais, c'est vraiment un exemple, je ne pense pas que l'autopartage va avoir un gros développement si on règle ça, mais ça reste que c'est juste un exemple de comment les règles ne sont pas conçues pour cette façon de se déplacer. Et donc, évidemment, c'est là ça crée plein de freins de tous bords et de tous côtés sur le déploiement d'une offre. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des personnes qui doivent travailler pour contourner ces problématiques. Bon, il y a des situations particulières, comme maintenant le cas de pénurie de véhicules, mais tout sait bien, maintenant est sorti le nouveau règlement sur les véhicules zéro émission. On avait demandé que les voitures en autopartage et les taxis soient privilégiés dans les crédits qu'on donne aux constructeurs, justement pour les forcer à vendre plus de voitures électriques
à ce genre de catégories? La réponse a été pour le moment non. Les ministres s'y intéressent, mais n'a pas été intégré dans le règlement. Et c'est là, ça pourrait être pour plein d'autres choses. Je veux dire, c'est clair qu'une partie de la solution, ça serait peut-être de forcer les constructeurs à dire, vous devez avant vendre au service de transport collectif, incluant donc taxi et autopartage, avant que ça. Bon, peut-être que dans 2 ans, peut-être que l'année prochaine, le problème est réglé, mais ça va revenir. Je veux dire, on sait que la chaîne de production des véhicules va toujours plus être affectée par la rareté des matériaux, etc., etc. Mais ce que je pense que finalement est l'élément qui manque le plus, c'est cet aspect que je disais tantôt par rapport à créer une culture qui démolit un peu cette idée qu'il faut posséder un véhicule. Et une façon de le faire, c'est celle de faire du marketing social avec des sortes d'incitatifs. Tu sais, quand les autorités arrivent avec des incitatifs, ça clique quelque chose dans la perception des gens. Ça fait des décennies qu'on dit pourquoi pas donner un crédit d'impôt à qui fait de l'autopartage, réduire les coûts pour les villes, réduire les coûts pour la collectivité, etc., etc. Il y a plein de choses. Et là, il y a tout un débat que quelqu'un, des fois, lance. Est-ce qu'il faut subventionner l'autopartage ou pas, etc. On est très fiers de faire de l'autopartage quelque chose de non subventionné parce que la voiture est déjà très subventionnée. Mais est-ce qu'il y a façon de donner des signaux qui sont aussi des signaux d'incitation, qui est donc souvent l'argent, aux citoyennes pour qu'ils comprennent que l'autopartage, c'est pas juste « Ah, bravo, tu fais de l'autopartage », mais on s'entend que c'est juste pour, si tu habites sur le plateau, Rosemont, peut-être Villeray, etc., là, versus, on donne des incitatifs pour s'acheter des voitures électriques. Est-ce qu'on peut donner le même signal par rapport à l'autopartage? Et en définitive, toutes ces choses-là se regroupent dans... Il faut une vision publique de qu'est-ce que l'autopartage peut faire. Au lieu, à cause de l'histoire, partout, pas seulement au Québec, l'autopartage est né souvent par des initiatives privées ou collectives de gens qui croyaient avant que les décideurs ils y arrivent. Ça fait que tout le monde est content, personne n'est contre la vertu, mais c'est comme... C'est pas à moi, ville, c'est pas à moi, gouvernement, c'est quelque chose qui se développe, qui c'est beau, mais bon, OK, je vais faire possible pour que ça se développe mieux, mais ça s'arrête là. Tandis que, je veux dire, comme pour les transports en commun et d'autres services de mobilité, il faut commencer à intégrer ça dans les politiques publiques et dire combien on en veut, pourquoi, qu'est-ce qu'on met sur la table pour le réaliser. Et c'est probablement... dans bien des cas, que ce soit des petites villes ou des grandes villes, des investissements beaucoup plus petits de ce qu'on fait pour le transport en commun, pour évidemment pour la voiture des particuliers, etc., etc. Donc, c'est pas... C'est de constater la valeur aussi que ça a pour une municipalité. Là, quand on parle d'une voiture d'autopartage qui réduit de 2 à 3 places de stationnement, puis que ces stationnements-là sont une perte sèche pour les municipalités, entre autres. Il y a toutes sortes d'avantages économiques qui se traduisent aussi collectivement, puis au niveau de la municipalité ou du gouvernement du Québec au niveau de la province qui peuvent être... valorisés, puis donc qui peuvent soutenir des programmes avantageux là, pour les usagers. Émilie, comment on profite du momentum? Oui, Marco a déjà pas mal tout dit. Non, mais parce que c'est tellement évident, mais moi, une chose qui m'intéresse de plus en plus, je le ramène un peu à l'individu, mais
on espère se projeter dans un avenir où il y a tellement d'autos partagées que la possession automobile est complètement obsolète et n'importe qui peut sortir de sa maison et prendre une voiture collective pour aller là où il a besoin d'aller. Mais reste que la situation actuelle, c'est quand même que les gens doivent se réveiller à 5 heures du matin pour réserver leur flex ou écrire à 3-4 personnes sur Locomotion pour qu'une personne soit disponible pour leur prêter leur auto. Et donc, je pense que les personnes qui font le choix de ne pas avoir d'auto, ou même les propriétaires, dans notre cas, qui choisissent de prêter la leur, ils font un effort et doivent modifier leurs habitudes de transport, puis modifier l'organisation de leur quotidien, modifier leur mode de vie. Et on ne peut pas agir exactement de la même manière si on a une auto personnelle ou si on est membre de communauté ou si on choisit de ne pas avoir de voiture ou d'utiliser les autos de locomotion. Fait que cette idée-là de récompenser d'une certaine manière ou de reconnaître en fait ce que ça représente pour une personne qui décide de ne pas avoir de voiture, puis le poids que ça a sur l'atteinte de nos objectifs environnementaux. Je pense que ça va devenir un incontournable, ou en tout cas, ça va devenir de plus en plus évident qu'il faut trouver une manière au-delà de subventionner la voiture électrique, mais de venir encourager les gens à avoir... les gens sont d'accord? C'est ça, à encourager les gens à partager leur auto. On sort de... Ça me fait penser on sort un peu du sujet de l'autopartage, mais nous, on pense qu'au-delà de subventionner la voiture électrique, subventionner les vélos électriques, les vélos cargo électriques, ça va devenir quelque chose de, encore une fois, tellement évident parce que à ce rythme-là, on ne va pas y arriver, en fait, de réduire de moitié le nombre de voitures. Et donc, je pense que les gouvernements vont devoir être plus audacieux et remettre des ressources dans les mains des villes qui ont des idées, qui ont de l'agilité, mais qui manquent de ressources, en fait, pour faire des projets sur leur territoire puis pour venir encourager l'autopartage. Puis après, il y a des plus petites choses aussi intéressantes. Marco, tu partageais une anecdote de la cour municipale et du stationnement, mais nous, on le voit aussi, il y a certains arrondissements qui, de plus en plus, souhaitent offrir des avantages au niveau des tarifs de stationnement pour les personnes qui mettent leur voiture en partage. Donc ça, c'est un incitatif qui est offert dans l'arrondissement d'Ahuntsic en ce moment. Donc, une personne qui fait le choix de partager sa propriété privée, son auto individuelle, en échange, va payer moins cher sa vignette de stationnement. Sous l'hypothèse que, grâce à son auto partagée, il y a moins d'autos qui doivent utiliser des stationnements. Et ça donc, d'utiliser le stationnement comme levier pour encourager l'autopartage, mais tous les modes de mobilité durable. Blaise, tu connais ce sujet-là mieux que moi, mais ça aussi, j'ai vraiment l'impression, c'est comme un des seuls leviers que les villes ont, en fait. Et donc, je pense qu'encore une fois, ça va prendre des innovations qui vont permettre de tester des manières d'attribuer le stationnement qui reflètent la ville qu'on essaie de construire, c'est ça, pour atteindre nos objectifs climatiques. Tout à fait. En effet. Donc, stationnement, c'est toujours le thème des événements du Conseil régional de l'environnement. On l'échappe pas. Alors, merci beaucoup tous les deux. On va avoir un bon temps pour échanger, avoir une période de questions avec les personnes dans la salle. Alors, il y avait des mains qui se levaient tout à l'heure. Camille va pouvoir aller chercher le microphone pour s'assurer là, que les gens qui nous écoutent par le biais de l'Internet ou en différé puissent entendre. Est-ce que ça fonctionne? 1, 2, 1, 2. Oui, OK. Alors, monsieur ici.
Oui, bonjour, Jean-François Pronovo, Ville de Montréal. J'ai une question pour Émilie et pour Marco. Pour Émilie, je me demandais, est-ce que vous avez une façon de mesurer la satisfaction des gens qui se partagent des véhicules, donc des gens qui prêtent des véhicules et les gens qui empruntent des véhicules? Qu'est-ce que c'est votre façon de monitorer ça? On a un questionnaire annuel, un peu à la manière, je pense, de Communauto. Donc, c'est surtout par cette manière-là qu'on va aller vérifier, dans le fond, on vérifie toutes sortes de choses, en fait, mais entre autres la satisfaction par rapport au prêt ou à l'emprunt d'auto, mais on va aussi poser des questions par rapport au changement que ça a sur leur comportement, au changement que ça apporte sur leur perception à leur quartier, puis leur manière de vivre en collectivité. Donc, c'est surtout de cette manière-là. Puis, généralement, les gens, dans le fond, arrivent à travers locomotion à trouver cet équilibre-là entre permettre à d'autres personnes d'accéder à leur voiture, mais aussi, en contrepartie, utiliser les vélos cargo, les remorques dont je parlais. Je pense que sur l'aspect de renoncer à s'acheter une voiture ou de vendre une voiture qui est déjà en leur possession, on est moins capable de mesurer ça parce que je pense que ça se fait sur un temps un petit peu plus long. Donc, on sait en fait que, puis ça, on aurait pu en parler dans la question précédente, mais on sait que souvent, les gens vont acquérir une voiture à des moments charnières de leur vie, un déménagement, un nouvel emploi, un enfant, etc. Puis c'est un peu la même chose pour l'action de vendre ou de se départir d'une voiture. Donc, de trouver des manières d'agir, en fait, de venir, c'est ça, agir dans ces moments d'importance-là pour que les gens choisissent, c'est ça, de s'abonner à Communauto ou de devenir membre de Locomotion. Ça aussi, ça va devenir important pour permettre, c'est ça, l'avenir de l'autopartage. Il y a un lien important avec la notion de marketing social. Mm-hmm. Donc, si on se motorise à des moments charnières, faut qu'on puisse communiquer avec les personnes au moment charnière de se démotoriser et possiblement aussi au moment charnière de faire les choix qui vont reconduire la dépendance à l'automobile mm-hmm. ou que ce soit un choix de localisation, le choix d'emploi, etc., pour que ces personnes-là puissent se démotoriser. Il y avait une deuxième question. Oui, merci, Émilie. Marco, dans les exemples que tu mentionnais de l'Université de Sherbrooke et Trois-Rivières, je pense que l'Université de Sherbrooke, tu disais à peu près 60% du coût est payé par les utilisateurs. Trois-Rivières, c'est à peu près 35%, quelque chose. Donc, on suppose que la balance est assumée par soit l'université ou pour la ville. Exactement. Je veux dire, normalement, l'entente prévoit que l'université, l'organisation en question que la ville, etc., a un coût de location prévu, mais ce coût est réduit par les recettes au partage des recettes des utilisateurs. Donc, tu sais, je veux dire, c'est toujours, en quelque façon, c'est toujours la même logique. Il y a des voitures, ce sont des communautés, mais qui remplacent des voitures de la ville ou de l'université dans ce cas-là. Et le fait qu'ils soient utilisés par plusieurs personnes, permet de mieux répartir les coûts et donc de rendre la chose plus intéressante pour tout le monde. Tu sais. Dans le cas de la ville de Trois-Rivières, est-ce qu'il y avait un objectif tu peux peut-être pas nous le dire. Là, mais c'est sûr que leur objectif, en réalité, était de fournir un service aux citoyens. Donc, dans ce cas, on y est. Pour ce qui nous concerne, il y avait deux. Premièrement, faire la démonstration que ce modèle de partage des coûts entre utilisateurs, finalement, est gagnant pour tout le monde. Et après, commencer à lancer le service. On sait que ça va quand même prendre un certain temps avant qu'il y ait une masse critique pour qu'un nombre significatif de voitures soit
utilisés par les Trifluviens de façon d'avoir un service sans contribution, disons, de la ville. Donc, on est content avec les résultats, même si je veux dire, si la ville n'utilisait pas ces véhicules-là, on ne serait pas capable de soutenir. Ça ne justifierait pas avoir autant de véhicules pour l'utilisation qui est faite maintenant. Donc, cela dit, je veux dire, c'est peut-être un élément d'espoir. Là. Je suis assez vieux pour avoir commencé à faire de l'autopartage quand le monde te regardait comme qu'est-ce que c'est ça? C'était terrible dans les parties, parce que tout le monde te demandait de parler de ça, de t'expliquer c'était quoi, etc. Donc, tu n'avais jamais le temps de boire une bière, OK, parce que tu parlais toujours du travail, là. Là, c'est fini, heureusement, là. Mais, on voit dans des villes comme Victoriaville, dans Trois-Rivières, comme, l'idée quand même de partager fait son chemin. Et donc, quand tu arrives avec des voitures, rapidement, il y a du monde qui adhère, etc., etc. Et c'est quand même assez intéressant de voir comme ça devient de plus en plus facile de développer la formule. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, mon nom est Tristan de Bixi. La sempiternelle question du stationnement sur rue, j'en peux plus. Donc, quelles sont les réticences? Est-ce que c'est plus simple pour Communauto d'opérer des véhicules sur rue ou hors rue? Première question. C'est plus... ça devrait être plus simple sur rue, mais il ne l'est pas. Parfait. Je présumais ça. Il y a des arrondissements de la ville de Montréal comme Anjou, La Salle, La Chine, qui nous poussent à mettre nos équipements Bixi hors de la rue. Il y a du stationnement partout, sur toutes les rues. C'est quoi leur réticence? Quelles sont les réticences qu'ils vous partagent? J'en peux plus. Non, je comprends là. Il y a beaucoup d'aspects culturels. Je me rappelle dans des quartiers centraux dans lesquels c'était une bataille pour avoir des places réservées en voirie. Et un jour, les fonctionnaires partent à la retraite, il en arrive une autre. Toi, tu arrives à ta réunion avec ton armure prête pour faire ta bataille, pour expliquer à ses nouveaux. Et lui, il te dit, pourquoi, c'est quoi le problème? On va trouver la solution. Donc, souvent, je pense que c'est vraiment une question culturelle. Encore maintenant, on s'est fait dire, oui, mais les particuliers, qu'est-ce qu'ils vont dire si on réserve une place pour Communauto? C'est cette idée, et c'est vraiment culturel, c'est comme automatique, que les particuliers sont ceux qui ont une voiture. Les petits points qu'on voit là et qui n'ont pas de voiture dans 84% des cas, là, ils ne sont pas des particuliers. Il y a cette idée qu'un vrai citoyen, etc., il y a sa voiture. Donc, si tu lui enlèves un espace, ça va être problématique. Bon, après, il y a la neige. Et bon, là, c'est toute la question des opérations, etc., etc. Il y a quand même beaucoup d'évolution de la part des arrondissements et de la ville-centre, évidemment. Mais, je reviens encore à dire, c'est ce message qu'on laisse passer que c'est normal de posséder un véhicule. Et donc, si on veut développer de l'autopartage, il faut le faire du réseau en voirie pour d'autres choses. Il faut le faire quand ça ne nuit pas aux particuliers qui ont une voiture. Donc, Et comment ça se passe dans les villes hors de la grande région de Montréal? Cette discussion-là, elle se passe? Avec les plus petites villes, Trois-Rivières, Victoriaville, etc., on s'entend que quand tu arrives avec 10 voitures, tu les trouves les places dans les terrains municipaux, à côté de l'hôtel de ville, etc. C'est facile. Donc, il n'y a pas les mêmes enjeux. Par contre, il y a d'autres villes qui ont un réflexe différent. Bon, la pression sur le stationnement n'est pas le même, mais ça reste. Je prends l'exemple de Calgary. Calgary, ils ont décidé qu'ils voulaient avoir de l'autopartage pour différentes raisons, etc., etc. Ils nous ont dit, dites-nous qu'est-ce que vous avez besoin. On va modifier les règlements de stationnement. Ils ont fait une politique de stationnement pour l'autopartage et ont bâti des règles qui n'existaient pas avant, avec des prix différents, etc., etc.,
pour l'autopartage qu'on a discuté. Évidemment, on a mis, on n'a pas une approche Uber où c'est comme ça, on s'en va pas. C'était plus OK. Trouvons le juste équilibre entre différentes exigences. Mais c'est la nouveauté là-dedans était celle de dire, je vais faire une politique de stationnement spécifiquement pour l'autopartage, donc des règles, etc. Je ne prends pas les règles actuelles et j'essaie de les modifier, de passer à travers pour contenter, pour satisfaire l'autopartage. Et si pas possible, écoute, c'est les règlements, on ne peut rien faire. On pense, on se donne une vision, on fait des politiques qui servent. Donc, ça, c'est, par exemple, c'est très intéressant comme approche. Merci beaucoup. Derrière, peut-être merci une petite question une dernière plus pour l'autre panéliste. Quel serait le véhicule juridique possible pour posséder un véhicule à plusieurs? T'sais, moi, je vis dans une coopérative d'habitation. Ce serait tout à fait normal que la coopérative achète un véhicule puis qu'on se le partage avec des enjeux qui vont être inhérents à ce genre d'initiative. Mais quel véhicule juridique est sur le radar là, pour que plusieurs personnes possèdent ensemble un véhicule? Honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question-là. Je pense qu'on pourrait se l'imaginer de toutes sortes de manières. C'est sûr que généralement, c'est ça, ça pourrait être facilité par le fait qu'un groupe existe déjà sous une forme juridique comme celle de la coopérative ou une autre. Nous, dans les quartiers montréalais, bon, pour l'instant, il n'y a aucune auto qui est de propriété collective. Là. C'est toutes des autos qui appartiennent à des individus. Mais tous nos quartiers fonctionnent avec soit un comité qui s'est formé en OBNL ou un organisme qui joue un rôle de porteur, de fiduciaire, etc. Donc, tu sais, ça pourrait passer par ce genre d'organisme-là. Mais moi, je vois pas pourquoi ça pourrait pas aussi passer par juste des individus qui ont le droit d'acheter ensemble un objet, qui est la voiture. Donc, je pense que... Puis là, je parle... c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais je m'imagine que plus c'est simple, moins c'est comme juridiquement complexe, plus ça va être commun, en fait, de se dire, peut-être que je peux acheter mon auto avec mon voisin, puis que c'est pas... j'ai pas besoin de me former juridiquement avec lui, tu sais. Donc, c'est plus simple de se marier à 3 que d'avoir un char à 3. Exact. C'est ridicule quand mais même. c'est possible, tu sais, c'est possible en ce moment, mais je pense que les gens qui... L'auto, c'est tellement un objet particulier, c'est comme un salon sur roue, mais avec un sentiment émotionnel, un sentiment d'attachement culturel et émotionnel qui est comme quasiment inégalé. Là. J'arrive pas à penser à un autre objet qui crée ces émotions-là chez les gens. La maison. La ce maison, sont les c'est deux investissements qu'on fait dans une vie qui sont les plus grands. Tu sais, si tu penses qu'un véhicule coûte 20 000 $ et après 5 ans, la valeur est une tiers peut-être. Ouais. Donc, tu en achètes une autre, c'est des dizaines de milliers de dollars qui vont chaque plus l'utilisation, etc. Des centaines, voire des millions sur le courant d'une vie, là, oui. Puis c'est ça, tu sais, nous, on le voit que ces freins-là existent, puis je pense que il y aura toujours des gens qui sont prêts à se prêter des autos, peu importe la... Et la locomotion, ça a commencé, il n'y avait pas d'assurance qui couvrait les emprunts, mais il y avait quand même des gens qui se disaient « OK, on y va, puis s'il y a un problème, on gérera avec, avec les assurances individuelles qu'on a. » Maintenant, on a Desjardins qui est notre partenaire d'assurance qui vient offrir cette sécurité-là. Mais les gens ont cette crainte-là, puis je pense que plus il y a des mécanismes d'acquisition collective ou d'assurance collective qui sont comme béton, plus ça va devenir courant, facile, puis sécurisant de se lancer dans cette aventure-là de l'achat collectif, de la possession collective d'une voiture. Merci beaucoup. On se reparle sur les vélos cargo dans quelques instants. Oui, parfait. Puis, juste pendant que le micro se passe, il y a tout ce travail de simplification. On dit, maintenant, on a une assurance.
ça demande un soutien. Vous ne l'avez pas fait, vous l'avez pas fait sur votre temps personnel, cette négociation-là, développer des nouvelles formes juridiques, développer des applications, etc. C'est un soutien, dans votre cas, qui est venu de la ville, si je ne m'abuse. Oui. Puis qui doit être poursuivi si on veut que cette innovation continue. Parce que les besoins changent aussi au fur et à mesure que le projet grandit. C'est ça, les besoins au niveau numérique changent, les besoins au niveau des assurances changent, puis il y a toujours besoin d'une équipe qui est là pour soutenir le développement. Toujours important. L'innovation sociale, ça ne se produit pas par hasard. Oui. Oui, bonjour, Chantal Morin de ROMI. Donc, merci pour vos présentations. Moi, j'avais une petite question. Dans le fond, cet été, j'ai contacté Locomotion pour dire « Hey, je veux partir ça. Moi, j'habite en banlieue. » Puis, il y avait un manque, je pense, d'effectifs pour m'appuyer. Mais ma question, vous l'aviez tous les deux abordée un petit peu au niveau de la masse critique. J'étais curieuse de savoir comment est-ce que vous la mesurez, autant pour Communauto. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a assez d'utilisateurs potentiels? C'est quoi le calcul? Puis, du côté de Locomotion, comment vous dites, OK, il y a assez d'offres et de demandes? Je peux. De notre côté, c'est sûr que c'est moins un calcul d'offres et de demandes plus qu'un calcul de ressources nécessaires pour appuyer la création d'une nouvelle collectivité qui veut se partager des véhicules. Nous, on travaille vraiment fort à développer un modèle où on pourrait dire oui à une bonne partie des sollicitations comme la tienne qu'on reçoit. Mais c'est ça, il y a des enjeux de ressources au niveau de la formation à l'utilisation des outils, l'ouverture de la plateforme sur un nouveau territoire, puis toute l'administration, le soutien, genre de service à la clientèle là, qui vient avec l'ouverture d'un nouveau quartier. Fait que nous, c'est ça, on se questionne moins sur est-ce qu'il y a assez de gens, est-ce qu'il y a assez de voitures, puis plus sur est-ce qu'on est capable d'aller chercher des ressources financières qui nous permettent de démarrer un nouveau projet dans un nouveau quartier. Mais j'imagine que de votre côté, c'est plus... Non. En réalité, c'est très simple. Peut-être pour des aspects différents, mais il y a une notion du réseau qui est importante. Une station toute seule, avec une ou deux véhicules, est très peu efficace. Parce que à la Saint-Jean, tout le monde veut le véhicule. C'est seulement 2 ménages, s'il y a 2 autos qui peuvent partir. Mais le mardi 5 février, là, le voiture, il les utilise personne. Donc, et tandis que quand tu as un réseau de proximité, tu peux combiner les utilisations et être donc plus efficace. Alors, l'enjeu souvent est, un des enjeux évidemment, est-ce qu'on a les ressources plus générales pour pouvoir bâtir un réseau qui arrive jusqu'à ces points-là? Sachant que, avec exception évidemment, il va y avoir toujours une demande qui va se générer, que ça va prendre son temps, etc., dans la grande partie des quartiers, même les quartiers plus éloignés. Et le fait d'être là depuis longtemps, c'est nous l'a démontré plein de fois. Donc, c'est plus, est-ce qu'on peut bâtir, on a les ressources pour bâtir un réseau cohérent qui arrive donc avec une offre qui a une fonction, plutôt que, s'aimer des choses, des fois on le fait, là, un peu isolé et qu'on sait qu'on n'est pas jamais capable de bâtir parce que tu as 10 personnes qui arrivent et après 10 personnes qui partent et d'autres 10 qui arrivent. Donc, tu es toujours dans un service qui n'est pas suffisamment intéressant pour grandir. Donc, je te dirais que ça, c'est probablement la considération plus importante. Après, il y a d'autres considérations qui sont liées à la dépendance automobile. C'est-à-dire, c'est sûr que dans des places où tu n'as pas de mixité des services, tu n'as pas d'autres alternatives de transport, en termes de transport en commun, et d'accès de piétonniers, etc., c'est
plus difficile, c'est plus compliqué, on est plus prudent. Tu sais, après, je veux dire, il y a des places que moi, j'ai dit comment ça va fonctionner aux stations là-bas. Là, moi, je trouve qu'ils sont des zéros, ceux qui utilisent ces stations, mais il y en a, et après, ben, ça bâtit un réseau, etc. etc. Donc, il y a d'autres considérations. Et ce n'est pas nécessairement combien de personnes peuvent être intéressées. Il va y en avoir, mais est-ce que ces conditions sont là? Merci. Quand même, votre clientèle cible est assez précise. Là, c'est des 25-45 avec un diplôme universitaire. On peut trouver ces données-là facilement. Là. On le fait aussi chez Bixi. Là. Les early adopters, qu'on appelle. Là. Non, tout à fait. Donc, c'est ça. Parce que c'est quand même assez simple là, de cerner où ça marche. On va avoir le temps pour une autre question, s'il y en a une. Sinon, ça va être le temps de... il y en a... OK, d'accord. Ce qui m'intéresse, là, c'est de pouvoir utiliser l'auto de police à Trois-Rivières. Non, est-ce qu'ils vont être apprêtés? On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Encore les déneigeuses, les chars de police, etc. Pour le moment, non plus. Non plus. On arrête la demande. Je pense que ça pourrait être bon. C'est une mesure d'adaptation climatique pour les canicules, là, de pouvoir emprunter le camion de pompiers. Oui, ça serait génial. Bon, alors c'est le mot de la fin. Hein, prochaine frontière, les véhicules hors route et puis les véhicules d'urgence pour l'autopartage. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Émilie Joly, Marco Viviani. Merci en salle et puis à la maison. J'en profite aussi pour remercier les partenaires de Rendez-vous de la mobilité durable, donc l'Agence de mobilité durable, l'ARTM, Montréal physiquement active et puis la Fondation familiale Trottier. Alors, sans eux, ça ne serait pas possible d'avoir ces discussions et ces excellentes idées. Et donc, on continue cet après-midi hors caméra pour des discussions sur la mobilité active, comment atteindre nos cibles ambitieuses en mobilité active et puis se questionner aussi sur l'utilisation de la subvention à l'achat pour le vélo et autres subventions. Et donc, voilà, puis on se retrouve l'an prochain par la suite là, pour les rendez-vous de la mobilité durable en septembre. Merci beaucoup.